Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle séquence du module technique logistique du commerce international, le transport maritime. Donc, afin de cadrer le thème, je vais vous présenter les points suivants: les principales façades maritimes dans le monde, les avantages et les inconvénients du transport maritime, les techniques utilisées dans le transport maritime, à savoir les navires et le matériel de manutention utilisé au niveau du port, le cadre juridique du transport maritime, son organisation, le document utilisé et la tarification. En effet, le transport maritime est le mode de transport le plus utilisé pour le commerce international. Selon la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, 75% du commerce mondial en volume transite par voie maritime. Quelles sont donc les principales façades maritimes dans le monde? Donc, avant de traiter ce point, je vais vous définir d'abord une façade maritime. La façade maritime peut être définie comme un ensemble des ports faisant interface entre un avant-pays maritime et un arrière-pays terrestre. Donc, les principales façades maritimes sont celles de la triade Amérique du Nord, l'Union européenne et l'Asie orientale. C'est à partir de ces façades où s'établissent de très grands ports que se réalisent la plupart des échanges mondiaux. Ces ports sont aussi des centres industriels et sont le contact principal avec leur continent. Le principal port de l'Asie de l'Est, c'est le port de Shanghai. L'Europe du Nord-Ouest, c'est le port de Rotterdam. Et l'Amérique, c'est le port de Houston. Donc, Shanghai est l'un des plus grands centres mondiaux d'échange. Il est le premier port par le trafic de marchandises, grâce à ses équipements permettant d'accueillir les plus grands navires porte-conteneurs. Il est situé sur la façade maritime de l'Asie de l'Est, ce qui lui permet une ouverture maritime privilégiée sur le reste de l'Asie et sur le monde avec lequel il commerce. Donc, en ce qui concerne notre port de Tanger-Med, situé sur la seconde voie maritime la plus fréquentée au monde, le détroit de Gibraltar, avec plus de 100 000 bateaux par an. Son activité principale est le transbordement des conteneurs. Donc, dès le mois de juin 2014, notre port de Tanger-Med, déjà gigantesque par son volume de 3 millions de conteneurs équivalent 20 pieds transbordés, vient d'être classé à la 55e place mondiale, soit 3e port africain, après Port Saïd en Égypte et le port d'Urban africain sud et le 7e port méditerranéen. Donc, comme on l'a vu dans les diapositives précédentes, l'importance du transport maritime dans le commerce mondial, cela nous pousse à s'interroger sur ses avantages et ses inconvénients. Donc, citons d'abord les avantages du transport maritime. Le transport maritime se caractérise par un taux de fret avantageux par rapport aux autres modes de transport, surtout l'aérien. Un autre atout, la possibilité de stockage dans les zones portuaires. Le transport maritime transporte n'importe quelle marchandise, minéraux et d'autres produits. C'est un transport intercontinental, c'est-à-dire qu'il transporte les marchandises vers d'autres continents et il peut transporter des produits très volumineux. Parmi les inconvénients du transport maritime, c'est les délais. Les délais sont importants en comparaison avec l'aérien. Il y a le problème d'encombrement portuaire de certaines zones. Le coût de l'assurance et de l'emballage généralement élevé. Les risques aussi. Le non-équipement de certains ports pour les porte-conteneurs. Donc, comme vous voyez ici, donc, ça fait les photos des navires. Généralement, les techniques de transport maritime ont beaucoup évolué depuis les années 1960. Donc, comme vous voyez ici, la première photo, c'est la photo d'un navire réfrigéré ou reefer. Ce sont généralement des navires rapides de taille assez modeste qui transportent les marchandises sous température contrôlée ou dirigée
C'est le cas des bananes, des poissons, les viandes congelées. La deuxième photo, c'est la photo d'un navire ro-ro, ce qu'on appelle roll-on, roll-off, entrée et sortie roulante, qui roule pour entrer et sortir. Et ces navires permettent un roulage direct, les camions, les voitures, ou indirect, les conteneurs chargés à l'aide des chariots roulants. Et ces navires, généralement, ils permettent un chargement à l'horizontale. Donc là, c'est la photo d'un porte-conteneur, ce qu'on appelle les cellulaires. Ce sont des navires spécialisés pour le transport des conteneurs puissants et rapides, des porte-conteneurs en jargon de marin. Donc ils transportent soit les conteneurs de 20 pieds ou de 40 pieds. Là, c'est la photo d'un vraquier, classé parfois en OU, minerai ou pétrole, ou OBU, minerai, vrac, pétrole. Donc ces navires transportent indifféremment du grain, du minerai ou du pétrole. Donc le navire est un moyen de transport. Il permet de transporter des marchandises diverses, en général emballées et conditionnées ou à nu. Le navire a une identité, c'est-à-dire un nom, il est baptisé. Elle a une adresse, c'est le port d'immatriculation. Elle a une nationalité, c'est son pavillon. Il a aussi des caractéristiques techniques, un certificat de conformité aux normes, un certificat de jauge et une description du rôle de l'équipage. Donc là, comme vous voyez, ce sont des équipements portuaires. Ce sont des équipements utilisés au niveau des ports pour le chargement et le déchargement des navires. Là, c'est la photo de la grue portique sur pneus. Et là, c'est un chariot de manutention de conteneurs. Ces équipements assurent généralement une productivité très élevée. Ça peut arriver de décharger ou charger un conteneur dans un laps de temps de 2 minutes. Donc, le cadre juridique du transport maritime. Il y a sur la mer la règle de libre circulation. La seule limite sont les eaux territoriales. Chaque État est souverain sur ses eaux territoriales, mais les navires de commerce sont libres de passage. Pour les navires de guerre, en revanche, des autorisations doivent être demandées. De même, il existe une zone économique à peu près de 370 km où le pays se réserve les droits d'exploitation économique, les pêches, exploitation du sous-sol. Les transports maritimes est par ailleurs réglementé par différents textes. Il y a la Convention de Bruxelles aux règles de La Haye de 1924, les règles de Hambourg élaborées sous l'égide de l'ONU, Organisation des Nations Unies, en 1978 et entrées en vigueur en 1992, et au Maroc le Daher, formant le Code de commerce maritime du 31-3-1919. Donc à partir du 19e siècle, les compagnies maritimes ont passé entre elles des accords appelés conférences maritimes. L'objet de ces conférences est l'organisation de la concurrence en établissant des règles sur l'exploitation des lignes régulières. Les accords entre les compagnies maritimes portent généralement sur la fréquence de départ, les tarifs communs, la garantie et la qualité de service, la réglementation des ristournes accordées aux chargeurs. Il est cependant à noter que le nombre de conférences est en croissance. Toutes les compagnies ne sont pas conférences, on appelle les autres outsiders. Si au départ, les outsiders étaient surtout des petits transporteurs offrant des services de qualité médiocre, il n'en est plus de même aujourd'hui. Les compagnies américaines et coréennes de grande taille sont devenues outsiders, dans le but d'attirer les chargeurs en offrant des prix plus intéressants que les compagnies conférences. Donc là, comme vous voyez, c'est le contrat de transport maritime. Il s'appelle le connaissement maritime, en anglais le Bill of Lading. Le connaissement, c'est la preuve écrite du contrat de transport entre le chargeur et la compagnie maritime. Donc le connaissement précise les parties au contrat de transport. Et là, on distingue 3 types d'émissions de connaissement. Un connaissement émis à personne dénommée. Seule la personne dénommée pourra prendre en charge la marchandise à l'arrivée. Un connaissement nominatif n'est pas négociable. Le connaissement à ordre,
c'est un connaissement qui est transmissible par endossement. Un connaissement au porteur, c'est-à-dire la marchandise sera remise à l'arrivée au porteur du connaissement. Le connaissement constitue aussi la preuve de réception de la marchandise par le transporteur. Un connaissement embarqué, c'est-à-dire que la marchandise est embarquée lors de la délivrance du connaissement. S'il est reçu pour embarquement, dans ce cas, le connaissement est délivré lors de la remise de la marchandise, mais celle-ci n'est pas encore embarquée. Il constitue aussi la preuve des caractéristiques et de l'état des marchandises. Un connaissement net de réserve au clean, il certifie la prise en charge de la marchandise en bon état apparent. S'il est dirty ou surchargé, des réserves portées par la compagnie sur la quantité ou l'état de la marchandise, et tout simplement cette mention atténue la responsabilité du transporteur. Donc le connaissement est émis en général en 4 originaux. Le connaissement chef ou principal ou de référence, c'est un exemplaire qui est stocké avec le cartable de bord du navire. Les originaux commerciaux remis aux transporteurs, armateurs et chargeurs de la marchandise transportée. Seuls les exemplaires remis aux chargeurs sont négociables. Donc, quelles sont les principales formes de connaissement? Donc, on distingue 4 formes de connaissement. Le connaissement maritime traditionnel, au Ocean Bill of Lading, c'est un connaissement maritime port au port. Le transporteur est responsable uniquement de la partie maritime définie par le connaissement. Il y a le connaissement combiné, émis par un transporteur et il est responsable pour l'ensemble du transport. Le connaissement direct constitue un contrat unique qui couvre plusieurs transports successifs. Chaque transporteur est responsable de la partie du transport qu'il assure lui-même. Il y a le connaissement FIATA, la Fédération internationale des auxiliaires de transport agréés. Le connaissement FIATA est un connaissement émis par le transitaire pour l'ensemble du transport. Comment remplir un connaissement maritime? Généralement, le connaissement maritime est émis par la compagnie maritime sur la base des indications du chargeur et il est signé par la compagnie maritime. Donc là, nous sommes arrivés à notre point du transport maritime, c'est la tarification. Donc généralement, les règles de tarification des compagnies conférencières varient d'une conférence à l'autre, mais le principe général est le même, alors que les compagnies non conférencières gardent une entière liberté dans la fixation de leurs tarifs. Donc on va voir tout de suite la tarification du transport en conventionnel et par la suite les envois par conteneur. Donc commençons d'abord par la tarification du transport en conventionnel. Les tarifs sont exprimés pour une relation de port-rapport par classe de marchandises et par unité payante. L'unité payante c'est quoi? C'est la tonne ou le mètre cube à l'avantage du navire. Donc comme vous voyez ici cet exemple, une expédition de 4 tonnes et 8 mètres cubes, l'UP c'est combien? C'est 8, c'est-à-dire le plus grand de ces deux chiffres, avec toujours l'application de la règle d'équivalence 1 tonne égale 1 mètre cube. Le fret de base comprend un nombre plus ou moins grand des opérations portuaires effectuées dans le périmètre du navire. Ceci est déterminé par les Liner's Terms, ou ce qu'on appelle les conditions de ligne d'un navire de ligne régulière. Les plus couramment employés sont généralement bord-bord, bord sous palon, quai-quai, sous palon, sous palon. Il existe cependant des frettes all-in incluant généralement la totalité des opérations de manutention portuaire, c'est-à-dire de quai de départ jusqu'au quai d'arrivée. Donc, les compagnies appliquent à ce frais de base des correctifs, aussi appelés surcharges. On distingue généralement 2 types de surcharges. Il y a les surcharges permanentes et les surcharges conjoncturelles. Commençons par les surcharges permanentes. C'est le cas d'un colis lourd. Un chargeur va payer un plus parce que son colis dépasse 10 tonnes. Ou il va payer un plus parce que son colis est encombrant, il dépasse 12 mètres. Ou le cas de droit de port, de quai ou de passant. Il y a les surcharges conjoncturelles et c'est le cas de BAF.
ce qu'on appelle la surcharge fuel. Il est destiné à compenser les variations de prix du combustible. Le BAF est calculé sur le fret de base. Généralement, c'est un pourcentage de majoration ou de minoration sur le fret de base. Il y a le CAF, et là on parle de surcharge monétaire. Il est destiné à compenser les variations de taux de change. Le CAF, c'est un pourcentage de majoration ou de minoration sur le fret ajusté. Et le fret ajusté, c'est le fret de base majoré du BAF. Il y a d'autres surcharges conjoncturelles. C'est le cas de surcharge pour risque de guerre ou surcharge pour congestion portuaire. Les compagnies peuvent retrancher du fret de base quelques montants et ce qu'on appelle les ristournes. Ces ristournes peuvent être octroyées à certains chargeurs en fonction de la régularité ou de l'importance des envois. Donc là, nous sommes arrivés au deuxième point de la tarification, à savoir les envois par conteneur. Les conteneurs sont soumis à des tarifications particulières. Dans le cas par exemple d'un full container load ou envoi par conteneur complet, le tarif est généralement à la boîte, tout en ajoutant quelques frais tels que les frais de location du conteneur, d'empotage ou de potage, les frais de la mise à disposition et d'approche, les frais de chargement, d'embarquement. Dans le cadre d'un envoi par conteneur de groupage, ce qu'on appelle less than container load, la tarification est identique au conventionnel. C'est-à-dire, on applique le taux de fret par catégorie de marchandises avec la prise en compte de l'unité payante et de la charge maximum utile du conteneur. Un minimum de taxation est applicable par conteneur et on applique les différentes surcharges et les ristournes. Donc, comme on a vu dans les diapositives précédentes, l'importance du transport maritime. On a vu aussi ses avantages et ses inconvénients, les principales façades maritimes, les techniques utilisées en maritime, ainsi que le titre de transport, à savoir le connaissement et la cotation, dans le cadre du conventionnel et les emplois par conteneur. Là, on va terminer avec une application sur la cotation. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'application? Vous avez organisé le transport depuis les États-Unis, de l'expédition des accessoires d'imagerie médicale. Le point de départ c'est Philadelphie et le point d'arrivée c'est Akasa. La masse nette de la marchandise c'est 1500 kg, emballée en 6 caisses bois de 1, 0,6, 0,42 mètres. La tare c'est 20 kg. La valeur totale FCA Philadelphie c'est 36 500 euros. Pour le transport conventionnel, le tarif conférence à l'UP c'est 360 euros. Le PAF c'est 10%, les frais de chargement 3 euros par tranche de 100, les chargements 4 euros les 100 kg, le post-acheminement Tangemet Casa 245 euros et l'assurance 105 euros. Notre question est la suivante: calculer la valeur CIP Casablanca, sachant que le taux de change 1 euro égale 10,7085 Maroc dirham. Donc, voyons pour le moment le corrigé de l'exercice précédent. La valeur FCA Philadelphie, 36 500. Le montant du fret est de 583,2. Comment on a trouvé ce montant? C'est le taux de fret fois l'UP. Et comme on a trouvé tout simplement l'UP, comme on a déjà dit, c'est le mètre cube ou la tonne à l'avantage du navire. C'est-à-dire on prend le plus élevé des deux avec l'application toujours de la règle d'équivalence, 1 tonne égale 1 mètre cube. Donc le plus élevé de ces deux chiffres, c'est 1,62. D'où le fret 360 fois 1,62. Par la suite, on a calculé le PAF, c'est la surcharge fuel, 58,32. Comme on a trouvé le PAF, c'est le montant du fret fois le taux de PAF. Le chargement est de 48,6, le déchargement 64,8, le post-acheminement 245, assurance 105, d'où la valeur CIP Casablanca 37 604,92 euros, ce qui nous donne le montant suivant, c'est le montant en
dirhams marocains, c'est-à-dire 402 692,2858. Donc là, c'est une deuxième application sur la tarification, cette fois-là sur l'envoi par conteneur. Donc, qu'est-ce qu'elle dit l'application? Donc, il s'agit d'une expédition d'un conteneur 20 pieds, Marseille-Casablanca. L'emportage est réalisé par l'expéditeur à l'usine. Il s'agit d'un envoi LCL-LCL. La vente en CIF Casablanca. Le poids brut de la marchandise 1,3 tonnes et le volume 30 mètres cubes. Le fret est de 140 € l'UP. Le minimum de perception, c'est 2300 €. Le PAF 6%. Le CAF moins 2%. La location du conteneur 480 €. Chargement à Marseille 100 €. Forfait 20 pieds plein. Donc le travail à faire, c'est de calculer le coût du transport. Donc voyons maintenant la correction de l'exercice 2. Donc d'après l'énoncé, il s'agit d'une expédition par conteneur et la nature de l'expédition c'est LCL. Comme on a vu dans les diapositives précédentes, le calcul de la tarification par conteneur et d'une expédition LCL est similaire à une tarification dans le cadre d'un transport en conventionnel. Donc le montant du fret est de 4200. On a trouvé ces 4200, c'est le taux de fret fois l'UP. L'UP est la tonne ou le mètre cube à l'avantage du navire. Avec l'application de la règle d'équivalence, 1 tonne égale 1 mètre cube. Vous avez par la suite le PAF, c'est 252, et c'est le montant du fret de base fois le taux de PAF. Il y a le CAF, moins 89,04, et c'est le taux de CAF fois le fret ajusté. Le fret ajusté, c'est le fret de base plus le PAF. D'où le fret total 4362,96, tout en ajoutant la location 480 et le chargement 100. Donc le coût du transport est de 4942,96 €. Donc terminons notre présentation avec quelques termes du jargon maritime. Donc le fret c'est le montant total du prix du transport maritime. Dans le langage courant, il signifie aussi la marchandise à charger sur un navire ou sur un transport routier, fluvial ou aérien. Donc là, c'est un autre terme du transport maritime, à savoir liner terms. Liner est un mot qui désigne un navire de ligne régulière, alors que terms signifie condition. Les liner terms sont donc les conditions des connaissements maritimes de ligne régulière. Les liner terms correspondent aux opérations qui se passent dans le périmètre du port. Il s'agit de savoir lesquelles de ces opérations sont déjà comprises dans le prix du fret que nous propose la compagnie maritime, et donc exécutées par elle, et lesquelles ne le sont pas, c'est-à-dire qu'ils seront donc à notre charge et nous coûteront en plus du fret. On distingue dans les liner terms les opérations incluses dans le prix du fret au port d'embarquement et les opérations incluses au port de débarquement. De ce fait, on distingue trois cotations. La cotation quai, l'ensemble des opérations portuaires sont comprises dans le fret et à la charge du transporteur. La cotation sous palon, l'ensemble des opérations jusqu'à la mise sous palon, c'est-à-dire sous la grue des marchandises et à la charge du chargeur. Et la cotation bord, c'est-à-dire l'ensemble des opérations de chargement sont prises en charge par le chargeur. On trouve en tout 9 liner terms possibles, de quai à quai, de quai à sous palon et de quai à bord, de sous palon à quai, de sous-palon à sous-palon et de sous-palon à bord, de bord à quai, de bord à sous-palon et de bord à bord. Il existe cependant des frets all-in, incluant la totalité des opérations de manutention portuaire. Le contraire d'un fret all-in est un fret free-in, free-out, c'est-à-dire les opérations de manutention portuaire sont à la charge du chargeur. Donc notez bien, il ne faut pas confondre Incoterms et liner terms. Les Incoterms concernent le contrat de vente et liner terms le contrat de transport.